L'objectif consiste donc à réaliser un véhicule qui me permette de jouer la victoire sur le parcours du Sun Trip 2015. Une première analyse a permis de discerner deux fonctionnalités essentielles. D'une part, permettre au pilote d'effectuer le plus rapidement possible les 7000 km du parcours de ce Sun Trip 2015, et d'autre part, de protéger ce même pilote de l'environnement extérieur, et notamment des effets du soleil, puisque dans certaines régions du parcours, à cette époque de l'année, il n'est pas rare que les températures dépassent allègrement 40 degrés. Donc pour adapter le mieux possible le véhicule au contexte très particulier de cette aventure, j'ai également pris en compte quelques facteurs essentiels. Un impératif, respecter le règlement technique du Sun Trip 2015. Pour rester dans l'esprit de cette aventure, faire en sorte de polluer le moins possible. Résister aux perturbations de la route. Rester donc dans un budget raisonnable. Soigner le design pour être le plus agréable à l'œil. Résister aux agressions du milieu ambiant, notamment aux aléas de la météo. En ce qui concerne l'énergie, recharger exclusivement à l'énergie solaire et optimiser l'autonomie et la consommation. Et enfin, pour le bien-être du pilote, soigner le confort et faire en sorte que le véhicule soit facilement réparable avec un outillage rudimentaire. Cette première analyse terminée, nous allons passer à la phase de conception. L'examen minutieux du règlement technique de l'épreuve et l'étude de l'existant, à savoir les vélos des participants de l'édition 2013 ainsi que les différents matériels proposés sur le marché, m'amèneront à mieux préciser les critères pour choisir les solutions techniques les mieux adaptées. Un premier prototype me permettra de les tester et de les valider avant de lancer la fabrication de la libellule. J'ai donc commencé par disséquer le règlement technique. Nous y trouvons quelques précisions sur le dimensionnement du châssis, le nombre de roues et le mode de transmission. Sur le plan de la motorisation, les contraintes portent essentiellement sur la vitesse limite de l'assistance électrique et sur la nature de son bridage qui doit s'effectuer de façon mécanique. La capacité des batteries est limitée à 1100 Wh avec une tension nominale maximum de 48 volts. Elles doivent être protégées électriquement par un dispositif électronique de gestion de charge de type BMS et mécaniquement par un étui de protection contre tout risque de choc. Le dernier point concerne la production photovoltaïque avec une limitation de la surface des panneaux en circulation et à l'arrêt. 2 wattmètres complèteront l'équipement et sont obligatoires pour enregistrer les cumuls de consommation et de production. Il me paraissait également important de procéder à l'analyse de tout ce qui existait à ce moment-là en matière de vélos électriques et de systèmes d'assistance disponibles sur le marché. L'inventaire des solutions retenues par les participants de l'édition 2013 m'a permis de retirer de précieux enseignements. Du handbike au vélo mobile en passant par les trikes, les tandems et les modèles autoconstruits, on peut dire que tous les types de cycles étaient représentés au départ de cette première édition. Presque 90% disposaient d'une remorque pour les bagages et sur laquelle était disposé le système de production photovoltaïque. Peu de diversité quant au choix des motorisations, l'essentiel des participants ayant opté pour le moteur roue à entraînement direct, gage de simplicité et de fiabilité. Pour le stockage de l'énergie, tous ont eu recours à des batteries au lithium. Enfin, la majorité des panneaux photovoltaïques étaient revêtus de cellules minces back contact, équipés pour la conversion d'énergie de chargeurs solaires MPPT de type boost. Dans ce panel de vélos, deux ont particulièrement retenu mon attention, d'une part parce qu'ils se démarquaient des solutions habituelles, et d'autre part parce qu'avec des motorisations de faible puissance, ils avaient permis à leurs pilotes, qui étaient davantage des sportifs moyens que des athlètes de haut niveau, de boucler l'intégralité du parcours. Tout d'abord, la salamandre de Cédric Vinatier, intéressante pour le confort avec la position semi-allongée et le toit solaire, mais aussi pour le principe de transmission ainsi qu'un design décalé. Ensuite, le Bullitt de Lionel Candille, pour des raisons complémentaires, notamment parce qu'il était le seul à utiliser un variateur de vitesse en continu, et pour le choix aussi de ne pas avoir utilisé de remorque. Le recueil de toutes ces données m'a permis de mieux préciser les caractéristiques de la future libellule, à savoir confortable, originale et efficace. Le défi technique à relever consiste donc à optimiser le rendement global du système pour utiliser au mieux l'énergie fournie par le soleil, forcément limitée par la taille des panneaux et aussi par les aléas de la météo. Donc j'ai alors fait le choix de privilégier deux domaines, la chaîne énergétique et la chaîne cinématique.
À l'image de ce qu'avaient fait en 2013 Cédric Vinatier et Lionel Candy, et au regard de la singularité du Suntrip, je me suis détaché des solutions conventionnelles en changeant de paradigme par rapport à l'existant. Sur le plan des deux grandes familles de motorisation disponibles, les moteurs roues ont l'avantage de la simplicité, ainsi qu'une très bonne adaptation pour un usage urbain. Par contre, le rendement et le couple basse vitesse sont trop faibles, donc je décide de ne pas les retenir. On ne rencontre pas cet inconvénient sur les moteurs pédaliers, mais je les trouve beaucoup trop complexes, avec pour la plupart des protocoles de commande propriétaires qui limitent les possibilités d'adaptation. Donc je vais aussi les éliminer. Le second élément important de la chaîne cinématique sont les dispositifs d'adaptation de vitesse. La plupart ont un fonctionnement discontinu lors de chaque changement de vitesse, ce qui entraîne des contraintes mécaniques répétitives, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer sur les autres organes de la chaîne, ainsi qu'une perte de rendement. Que ce soit un dérailleur, un moyeu à vitesse intégrée comme le roll-off, ou une boîte à vitesse pédalier comme celui fabriqué par Pignon, on retrouvera toujours ces mêmes désagréments. Donc il suffisait donc d'imaginer un système qui disposerait des avantages de tous ces dispositifs sans en avoir les inconvénients. La solution que j'ai retenue consiste à coupler un moteur roue ayant un excellent rendement avec un variateur de vitesse en continu. Il fallait maintenant trouver le bon moteur et le bon variateur. En croisant toutes les informations accumulées depuis le début de l'étude, j'ai pu affiner mes critères de choix en définissant des valeurs de couple, de puissance, ainsi qu'une plage d'utilisation. Autre point important, comme sur un parcours aussi long, on ne peut pas être à l'abri d'une panne ou de se retrouver à un moment ou à un autre avec la batterie vide, j'ai aussi ajouté la contrainte de pouvoir rouler sans assistance électrique. Je suis donc parti en quête d'un moteur disposant d'une roue libre et correspondant le mieux à toutes ces caractéristiques-là. J'avoue avoir passé quelques soirées sur le simulateur de moteur du site canadien e-Bike qui permet de comparer 2 à 2 la plupart des motorisations disponibles aujourd'hui sur le marché. Le moteur Easy V2 correspondait le mieux aux critères définis, avec notamment un couple très élevé ainsi qu'un rendement supérieur à 80% sur une large plage. D'autre part, les avis laissés par les utilisateurs de ce moteur sur les forums spécialisés corroboraient ce choix. La grande majorité soulignait la qualité de la fabrication des composants utilisés par le fabricant. Également, deux constructeurs européens réputés de vélos cargo utilisent depuis plusieurs années ce type de moteur pour équiper les véhicules qu'ils produisent. Plusieurs de leurs engins ont largement dépassé la dizaine de milliers de kilomètres sans rencontrer de problème malgré les charges transportées. Le croisement de toutes ces informations n'a fait que conforter mon choix. J'ai donc naturellement sélectionné le moteur Easy V2 dans sa version 200 tours par minute. Vous avez affiché ici ses principales caractéristiques. La valeur du couple maxi notamment, une des plus élevées de tous les modèles disponibles dans cette plage de puissance. La qualité des usinages est aussi remarquable. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à trouver un variateur en continu, adapté à un usage vélo. Le choix sera beaucoup plus facile puisqu'il n'y a actuellement quasiment pas de concurrence pour ce type de dispositif. Donc lors de mes recherches, qui datent de juin 2014, je ne trouve que deux variateurs pour vélo, le VariaPower, mis au point par une jeune start-up franc-comtoise, et puis le Nuvenchi, fabriqué par la société américaine Fallbrooks. Je décide donc de prendre mon téléphone pour appeler VariaPower. Je tombe sur Cyril Clopé, l'un des créateurs de la société, qui m'explique que leur produit n'est pas encore prêt pour la commercialisation. Je suis un peu déçu car sur le papier leur prototype est vraiment intéressant, mais de notre côté, le choix devient beaucoup plus simple. Les données techniques que j'ai eu beaucoup de mal à trouver montrent que le moyen Nuvenchi a un rendement inférieur de 5% en moyenne par rapport au meilleur système de changement de vitesse. Je décide malgré tout de parier que cette perte sera largement compensée par la continuité de la transmission. Le Nuvenchi N260 offre une plage de variation largement suffisante pour la libellule. Certes, son poids est loin d'être négligeable, mais je le trouve beaucoup plus simple que les moyeux à vitesse intégrée et surtout beaucoup moins coûteux. Jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé d'un élément important dans la chaîne de transmission, qu'est le pilote. Pourtant, l'énergie musculaire qu'il développe participe aussi à l'avancement du véhicule. Pendant 6 mois, j'ai enregistré ma fréquence de pédalage lors de chacun de mes entraînements. Tout type de parcours confondu, ma cadence naturelle se situe autour de 90 tours par minute.
J'ai croisé cette donnée avec des publications trouvées sur des sites de physiologie du sport. On s'aperçoit que pour un effort en endurance pure, la fréquence la plus économique en énergie oscille entre 80 et 100 tours par minute pour un cycliste régulier bien entraîné. Tout va donc pour le mieux puisque ces données théoriques coïncident avec le résultat des mesures que j'ai pu faire. Je dispose maintenant de tous les éléments pour calculer les rapports de transmission. Globalement, il faut un facteur de 3 entre le pédalier et l'entrée du moteur, puis un ratio de 0,8 entre la sortie du moteur et l'entrée du variateur. Ceci me permettra de rouler entre 8 et 40 km/h. Cette étude approfondie de la chaîne cinématique était cruciale à mes yeux, c'est en effet d'elle dont dépend essentiellement la qualité du rendement. Les essais du prototype permettront de vérifier si les solutions retenues étaient les bonnes. Pour toutes les autres fonctions, j'ai suivi exactement la même démarche. Bien entendu, j'ai aussi porté beaucoup d'attention à la gestion de l'énergie. On retrouve sur la libellule les 4 fonctions habituelles: produire, convertir, stocker et réguler. Pour la partie production, la société Cleanfees basée à Genève m'a fourni des panneaux photovoltaïques équipés de cellules SunPower C60 à très haut rendement. Je disposais ainsi d'une puissance crête de 405 watts pour 132 cellules. Pour la conversion, sans hésiter, j'ai opté pour 2 chargeurs solaires Genasun, réputés depuis plusieurs années quant à leur fiabilité sur les voiliers dans les courses au large. Le stockage de l'énergie électrique s'effectuera dans 2 batteries ITZY équipées de cellules lithium-manganèse Sonic-Onion pour une capacité totale de 500 Wh chacune. J'utiliserai 2 ordinateurs de bord CycleAnalyst V3 pour gérer la production et réguler ma consommation au travers d'un asservissement en courant de mon moteur. Le choix des solutions techniques terminé, je me lance au début de l'été 2014 dans la fabrication du premier prototype sur la base du vélo couché que j'utilise habituellement, un Baron de chez Optima. Il me servira à vérifier la validité de mes choix. J'ai eu la chance de pouvoir disposer de l'atelier du département génie mécanique de l'IUT de Tarbes pour fabriquer les différentes pièces. Plus de 100 heures de travail m'ont été nécessaires